Lorsque François Mitterrand arrive au pouvoir en mai 1981, le chômage est au cœur du débat politique. Les années 70 ont en effet été le témoin du passage chaotique d'un monde marqué par une croissance forte et par le plein emploi à un autre monde rongé par la crise et la montée du chômage. La victoire de la gauche constitue alors un réel espoir pour une large partie du pays, sonné par quelques 2 millions de demandeurs d'emploi. François Mitterrand et ses alliés réfléchissent depuis une dizaine d'années à des solutions alternatives basées sur le postulat que c'est avant tout le capitalisme qui est en crise. Mais notre histoire du chômage, racontée avec les images qu'en a données la télévision et avec les propos d'hier et d'aujourd'hui des acteurs de cette période, n'en est pas finie pour autant. Le programme de la gauche était un programme de lutte des classes, anticapitaliste. Et donc c'est un programme qui spéculait sur le fait que la collectivité nationale plus l'État allait non seulement modifier le capitalisme, mais ses ressorts et entraîner la France dans une croissance harmonieuse. En matière de croissance et de chômage, l'idée est que l'essentiel du retour de l'emploi se fera par deux leviers. Le premier, c'est la croissance, et le second, c'est la politique industrielle. La croissance par la relance de la consommation, par la baisse des impôts, par tout ce qui va donner une dynamique nouvelle à la croissance, et la politique industrielle par les nationalisations qui vont relancer non pas la consommation, mais l'investissement, et qui vont en quelque sorte forcer le marché, puisque l'État, devenant propriétaire des entreprises, pourra réussir ce que le marché ne veut pas faire. À côté de la politique économique de rupture symbolisée par les nationalisations, les premières mesures du gouvernement de Pierre Mauroy, hausse du SMIC et des bas salaires, revalorisation des prestations sociales, visent à augmenter le pouvoir d'achat des classes populaires et par conséquent à relancer la croissance. Le partage du travail amorcé par la semaine de 39 heures et la retraite à 60 ans vient à la fois compléter ce dispositif de lutte contre le chômage et satisfaire le peuple de gauche. Il fallait que le peuple vive mieux et un peu plus de temps à lui, que les travailleurs âgés puissent partir à la retraite. Alors en même temps, effectivement, ça correspondait à l'idée qu'on allait libérer des places pour les jeunes. Il y a eu incontestablement cette idée-là, mais fondamentalement, c'était les engagements que la gauche avait pris qu'elle remplissait vis-à-vis de son électorat. Il était bien temps de respirer, de souffler, de prendre un peu de bon temps. Voilà pourquoi je lutterai avec moi. Au printemps de l'année 1982, la relance française vient buter contre la politique de rigueur mise en place par les autres pays européens. Les clignotants de l'économie demeurent au rouge. L'inflation est au-dessus de 13%, le commerce extérieur est largement déficitaire. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Économie et des Finances tire le signal d'alarme lors de son passage dans la toute nouvelle émission politique d'Antenne 2 et réclame le premier une autre politique. Cela fait à peine un an que la gauche est arrivée au pouvoir. Les mois qui viennent seront difficiles. De nouveaux défis nous assaillent, une nouvelle révolution industrielle, des compétiteurs acharnés, de la déstabilisation militaire ou sociale qui nous oblige à nous défendre. Tout cela, c'est une période rude. Moi, je la trouve plutôt stimulante, mais elle ne sera gagnée que si l'on retient bien ces trois mots, patience, solidarité, effort. C'est véritablement au printemps, je dirais à l'été 82, qu'on se rend compte que ça ne marche pas, que la relance non seulement n'a pas d'effet positif sur la croissance, sur l'emploi, mais qu'elle a des effets désastreux sur le commerce extérieur et qu'elle met le pays en faillite. À ce moment-là, nous étions pris entre deux alternatives. La première, c'était de relancer à nouveau l'économie, mais nous l'avions fait une première fois et ça ne marchait pas. Ni le climat international, ni l'environnement psychologique des entrepreneurs le permettaient, ou bien d'aller jusqu'au bout de la politique de rigueur. Donc en allant jusqu'au bout de la politique de rigueur, je savais que le taux de chômage continuerait à monter encore pendant quelques années. Quelques jours après la déclaration de Jacques Delors, le franc est dévalué. C'est un coup de semonce qui pousse le gouvernement à opter pour une pause dans la mise en place des réformes. On ne prononce pas encore le mot rigueur. C'est devant le 41e congrès de la CGT Médusée que le Premier ministre dévoile les principales mesures du plan de lutte contre l'inflation. Les clauses conventionnelles en matière de hausse des salaires
et les indexations en ce qui concerne les revenus non salariaux, les marges commerciales et les distributions de dividendes par les sociétés sont en outre gelées. La seule exception concerne le SMIC, qui sera relevé de 3,2% au 1er juillet prochain. De son côté, vous applaudissez l'action sur les prix, il faut pendant 4 mois avoir une action sur les revenus, c'est indispensable. Et nous en sortirons. Je pense que tu n'attendais pas de moi que je t'apporte ce soir l'adhésion enthousiaste de la CGT. Ce fut le début, en quelque sorte, d'une, je ne dirais pas d'une rupture, mais de la prise de conscience que la bataille syndicale, malgré l'existence d'un pouvoir de la gauche, ne pouvait pas prendre de répit et qu'il fallait continuer à maintenir la pression. La hausse du chômage héritée des années barres est à peine freinée. Une partie des salariés doit faire face à une insécurité économique grandissante. Et les déclarations du Premier ministre sur l'existence de faux chômeurs ont tendance à opposer entre elles les victimes de la crise. La télévision, à travers un de ses magazines d'actualité, se fait l'écho de cette fracture naissante. J'ai appris que Mauroy disait qu'il y avait des faux chômeurs en France. Moi, je suis entièrement de son avis. Parce que j'en connais d'ailleurs particulièrement. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est mettre tous les étrangers dehors, comme je le disais tout à l'heure, et à ce moment-là, avec les gars qui sont au chômage, leur accorder 6 mois de chômage, et au bout de 6 mois, s'ils n'ont pas trouvé de travail, on leur coupe le chômage. Plus de chômage. Enfin, ça sera très bien comme ça, de toute façon. Il y en aurait certainement plus qui chercheraient du travail, qui ne feraient pas semblant. Parce que moi, je connais quelqu'un qui avait 4 enfants. Un jour, j'étais voir cet ami, puis je lui dis, ton mari ne travaille pas. Il me dit, pourquoi il s'amusera à se lever le matin? Il gagne 500 000 francs au chômage à rien faire. Je trouve ça une honte. Monsieur, est-ce que vous pensez que votre fils cherche vraiment du travail? Je pense bien, j'y vais avec. Je me déplace avec lui. Pourquoi? Parce que je veux voir. Pour vérifier ou pour vérifier. Non, mais... disons, vérifier, non. Où il va, il demande du boulot. Et c'est plus sérieux, je trouve que ça fait plus sérieux que le père va avec l'enfant. C'est dur d'aller chercher du travail? Si c'est même plus une vie qu'on mène, on va pour chercher du boulot et nous renvoie. C'est presque s'ils nous ferment pas la porte au nez. C'est dégueulasse. Vous réagissez comment des fois? Vous avez envie de... Il y a des fois, j'en pleurerais, quoi. Il y a des fois, il pleure quand il rentre à la maison puis qu'il lui refuse le travail. Parce que c'est quand même moi l'avenir, le boulot. C'est ça que je cherche. Je veux me marier, fonder un foyer. On peut pas si on n'a pas de boulot fixe. On peut pas prévoir la vie. C'est ça le problème. Et il y en a aucun qui va nous prendre. Personne. La situation économique s'aggrave en ce début d'année 1983. Le 21 mars, le gouvernement dévalue à nouveau le franc et décide de le maintenir au sein du serpent monétaire européen. Ces choix ne se font pas sans un affrontement à l'intérieur du Parti socialiste entre ceux qui prônent la rigueur et ceux qui privilégient la relance. Il est vrai qu'un certain nombre d'hommes et d'équipes ont proposé à François Mitterrand le choix alternatif. On sort du système monétaire européen, on casse la coopération dans laquelle il s'est engagé, on joue tout seul, on fait une dernière dévaluation, mais on la veut de combat, on fait flotter le franc, et puis on s'explique avec les autres en regagnant à l'exportation par une dévaluation agressive. Je n'ai jamais cru à cette thèse, mais elle avait de forts défenseurs, même Pierre Bérégovoy, qui est devenu ensuite un des meilleurs et des plus cohérents des défenseurs de l'autre. Là, il avait été impressionné, tellement nous avions le sentiment que la France était étranglée, qu'on avait le couteau sous la gorge. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Combattre l'inflation, c'est sauver la monnaie et le pouvoir d'achat. Voilà pourquoi je lutterai, et le gouvernement avec moi, de toutes nos forces contre ce mal et mobiliserai le pays à cette fin. En 1983 a sonné l'heure du grand tournant, le tournant libéral, il faut bien le dire, le tournant de la rigueur, dans le cadre
d'une fixité du taux de change entre le franc et le mark, avec tous les efforts que cela impliquait. François Mitterrand a donc tranché en faveur de la défense du franc, qui se traduit par la mise en place d'un plan d'austérité budgétaire et sociale. La priorité donnée à la lutte contre l'inflation fait définitivement tourner à la gauche la page de 1981. En 1983, après avoir hésité quand même, il a mis les pouces. Il a mis les pouces et il a imaginé de rester dans l'histoire comme le grand Européen. Il a choisi une autre trajectoire et en matière économique et sociale, ça s'est traduit bien évidemment par un taux de chômage très élevé. Et je n'ai jamais accepté la thèse sur laquelle on avait tout essayé. Non, on n'avait pas tout essayé, c'est pas vrai. Il faut bien comprendre des choses. Hein. On ne pouvait pas continuer à mener la bataille prioritaire sur le chômage en même temps que la bataille sur le commerce extérieur et contre l'inflation. Là, à partir de là, tous les efforts que nous pouvions faire étaient annulés par des mesures que vous connaissez, la casse dans beaucoup de secteurs. Bon, à partir de là, les 2 millions de chômeurs ont été atteints, dépassés, et ça a continué à grimper. Ou bien la France sera capable d'affronter la concurrence internationale et elle assurera du même coup son indépendance et sa prospérité. Ou bien elle sera tirée vers le bas et elle ira vers son déclin. Le tournant de la rigueur se traduit avant tout sur le terrain industriel. Le 4 avril 1984, François Mitterrand justifie devant la presse le plan de restructuration de la sidérurgie annoncé 5 jours plus tôt par son Premier ministre. Le gouvernement ne veut plus assumer les pertes importantes d'Usinor et Sacilor, nationalisées en 1982. 2 sites en Lorraine et dans les Bouches-du-Rhône vont être supprimés, et la modernisation des autres installations entraînera plus de 20 000 suppressions d'emplois. Violence et mobilisation sur le terrain, un silence prudent dans l'opposition et des démissions dans la majorité, le plan acier du gouvernement ressemble ce soir à un électrochoc. Le volet social de ce plan acier, départ en pré-retraite pour les salariés de plus de 55 ans et mise en place de congés formation de 2 ans, ne suffit pas à calmer les esprits. Même si le président de la République promet qu'il n'y aura pas de licenciement sec, l'impression qui prévaut dans les régions concernées est à la trahison. On n'a pas oublié ici le programme du candidat François Mitterrand qui, en 1981, s'engageait devant les Lorrains à ne plus licencier dans la sidérurgie. À Longwy, il ne fait plus bon être député socialiste. Nous, ouvriers, nous vous démissionnons! Nous vous démissionnons! Nous ne vous connaissons plus! La gauche, elle a été élue par nous, et puis c'est de la trahison, pure et simple. Hein. Nous, on attendait autre chose. On a voulu la nationalisation, on s'est battu pour ça. Ça changeait quoi? Ça n'a rien changé du tout. Nous n'admettons pas que, alors qu'il était question, que c'était annoncé, et que c'est ce que souhaitaient les travailleurs, on devait s'engager dans une voie de reconstruction, dans une voie de reconquête du marché intérieur, reconquête des positions de la France sur le marché mondial, pour lutter efficacement contre le chômage, parce que c'est la seule clé de la lutte contre le chômage. Alors qu'il était question de ça, maintenant, les actes vont en sens contraire. C'est inacceptable, c'est mauvais. Il est nécessaire de lutter contre cela. Et il est possible d'y parvenir avec succès. Les opérations ville morte dans l'Est ou dans le Sud succèdent aux manifestations plus ou moins violentes. Mais la tension sociale en ce printemps 1984 ne se localise pas uniquement dans la sidérurgie. L'heure est à la modernisation de l'appareil industriel nationalisé pour une gauche marquée par le tournant de la rigueur et qui se veut maintenant gestionnaire. Le gouvernement de Pierre Mauroy enchaîne les plans de restructuration et les licenciements dans les charbonnages et les chantiers navals. Est-ce que vous trouvez que souvent, ce n'est pas à nous qui est revenu de faire le sale boulot, précisément parce qu'il n'avait pas été fait avant? Et ce sale boulot, c'est un déchirement à chaque fois. Lorsqu'il faut fermer une entreprise parce qu'elle n'a plus de marché, lorsqu'il faut licencier parce que si on ne licencie pas 20 personnes, ça va être 250 qui vont être licenciés. Mais ce boulot, pour reprendre cette expression, c'est la gauche et c'est son courage et c'est son honneur de l'avoir fait parce que c'est l'intérêt du pays, parce qu'à terme nous pouvons moderniser et créer des emplois. L'adhésion du gouvernement à l'économie de marché ne crée plus d'obstacle à la multiplication des plans de licenciement.
le maître mot devient gain de productivité, tant dans le secteur public que dans l'industrie privée. Mais ces restructurations ne se déroulent pas sans affrontements, comme à l'usine Talbot de Poissy. La grève, déclenchée à l'annonce de 2000 licenciements, débouche sur de violentes batailles rangées entre les ES à majorité immigrée et la petite maîtrise française, soutenue par un syndicat d'extrême droite, la CSL. La présence de la télévision va faire de ce conflit un des symboles d'une certaine impuissance de la gauche en matière industrielle. 7h15, le meeting quotidien de la CFDT, les appels au calme de Jean-Pierre Noual. Quand tout à coup, du fond du B3, des militants de la CSL chargent. Qu'est-ce qu'ils sont plus, ils ont maîtrise. Voilà. Ils sont à côté là. Regardez, voilà, messieurs. Une des conséquences des restructurations et de la montée du chômage va être l'explosion du déficit de l'assurance chômage. Déjà en novembre 1982, le patronat a refusé de voir ses cotisations augmenter et a dénoncé dans un coup de force spectaculaire la convention de l'UNEDIC signée en 1959. Nous ne pouvions pas continuer à assurer la marche de l'UNEDIC telle que ça fonctionnait et qu'il fallait casser l'UNEDIC, suivant l'expression qui a été reprise malencontreusement par tous les journaux du lendemain. J'ai donc été le casseur du l'UNEDIC, etc. Ça n'a pas fait une bonne réputation, il faut bien le dire. Pas besoin de vous dire combien j'ai été critiqué pour cette mesure sauvage, que je n'ai pas regretté par la suite. L'UNEDIC demandait beaucoup d'argent, donc Bercy, n'étant pas trop nanti à ce moment-là, hésitait, et nous aussi on disait, écoutez, le chômage c'est aussi l'affaire des employeurs, et vous pourriez peut-être mettre davantage à la contribution pour financer des pertes d'emplois que vous avez générées. Donc c'est ce débat permanent, et donc c'était toujours très difficile. Et alors bon, il y avait des discussions, des négociations, puis on finissait par un compromis, toujours un peu douloureux. Le gouvernement, après le virage économique de 1983, est amené également à reculer sur le terrain social. Les salariés et leurs syndicats se retrouvent face à un patronat en position de force. Ainsi, l'accord sur l'assurance chômage, signé en février 1984, grignote une bonne partie des indemnisations, mais il divise aussi le système en deux, renvoyant les plus démunis, les chômeurs longue durée et les jeunes, aux marges de l'assistance. On peut espérer que l'équilibre des deux régimes sera possible, mais cela suppose que le nombre des chômeurs n'augmente pas aussi fortement qu'on peut le craindre, ce qui veut dire que le problème essentiel reste celui de l'activité économique du pays, car s'il est nécessaire de prévoir l'indemnisation du chômage, il faut d'abord qu'il y ait des emplois. La télévision de l'époque, en dehors du journal télévisé, s'intéresse peu aux victimes de la crise. En revanche, le nouveau réalisme économique se traduit par une avalanche d'émissions censées faire admettre aux Français les bienfaits de l'économie de marché. Vive la crise, diffusée en février 1984, est à ce titre révélatrice du retournement idéologique d'une partie de la gauche. Présentée par l'acteur Yves Montand, longtemps proche du Parti communiste, l'émission est faite pour choquer la France des années 80. La crise ? Quelle crise ? Tout le monde en parle autour de nous comme d'un désastre. Avouez pourtant que ce désastre-là n'est pas spectaculaire. Enfin, je veux dire, comparé avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Chez nous, les choses n'ont pas l'air catastrophiques. Pour la plupart des gens, la crise, ce n'est encore qu'un mot. Mais oui, parce que nous mangeons notre faim, nous sommes en paix. Le pays profite, malgré certaines inégalités, de privilèges incroyables. Le problème, c'est que ces privilèges, nous y sommes tellement habitués que nous ne les remarquons plus. Ah, pour moi, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Hein, c'est l'abandon par la gauche des classes populaires auxquelles elle s'adressait prioritairement.
Alors on peut évidemment dire, nous sommes dans une société de plus en plus tertiaire, c'est les bobos, les bourgeois bohèmes qui tiennent le haut du pavé, etc. Mais je dirais que cette attention presque exclusive accordée à cette partie de la société me paraît, encore aujourd'hui, un reniement profond des valeurs qui sont celles de la gauche. Puisqu'il y a tant de chômeurs, dit-on parfois, et puisque les services publics marchent mal, il n'y a qu'à engager davantage de fonctionnaires. Ben voyons. Est-il souhaitable de transformer les chômeurs en fonctionnaires? Tout au long de l'émission, les auteurs de Vive la crise vont démolir une à une les valeurs derrière lesquelles, quelques mois avant, une partie de la gauche se rassemblait. Un journaliste de Libération, Laurent Geoffrin, n'hésite pas à fustiger les dépenses de l'État et ose un parallèle hasardeux entre le nombre de fonctionnaires et le poids du chômage. Depuis 10 ans, la part du revenu prélevé par l'État sous forme d'impôts et de cotisations sociales est montée à près de 50%. Cet argent sert pour une grande part à financer les salaires de la fonction publique. Mais cet argent a fait défaut aux entreprises. Depuis 10 ans, l'investissement industriel a cessé de progresser. L'Europe compte aujourd'hui 12 millions de chômeurs. Alain Minck, qu'est-ce que c'est qu'un libéral de gauche? Oui, c'est la question à 100 francs. Ah ben je sais pas, non. C'est une distinction. Non, j'essaye de faire une distinction entre un libéral de gauche et un libéral de droite. La distinction, le libéral est quelqu'un qui croit aux vertus du marché. Le libéral de droite, je commence par là, croit que le marché est le meilleur moyen d'obtenir un optimum économique, mais qu'il faut faire en sorte de maintenir un certain nombre de stabilisateurs pour que la société ne bouge pas trop, même si on atteint l'optimum économique. Le libéral de gauche, donc moi, croit que le marché, outre un certain nombre de vertus économiques, peut être un moyen assez brutal de changer la société, et que de ce point de vue, il faut le laisser jouer à plein. Je me réjouis en tout cas de voir renaître l'idée d'entreprise, de profit, de marché. Et enfin, Alain Minck en parle avec des accents qui me bouleversent. Enfin. Oui. Ah bon, donc vous trouvez c'est bon ça? C'est excellent. Et ça n'existait pas de votre temps? Bah, ça existait, le marché a toujours existé. Mais je veux dire, mais il valait mieux pas s'inventer. Ah, il valait mieux pas s'inventer. Maintenant, on peut s'inventer. Oui. Alors, bon. Toujours en 1984, une autre émission va démontrer comment les bons s'adaptent à la nouvelle donne économique et comment les autres, les perdants, vont disparaître. Est-ce qu'il y a des recettes pour réussir malgré la crise? La réponse à cette question, nous l'avons peut-être trouvée dans ce livre. Car ce livre est plus qu'un livre. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est devenu un véritable événement, presque une bible de la réussite. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il contient les secrets des meilleures entreprises américaines. Nous avons fait nos bagages et nous sommes venus jusqu'ici, à San Francisco. L'Amérique libérale de Ronald Reagan crée des émules dans une partie de l'intelligentsia française. Un certain nombre de journalistes ou d'intellectuels jettent au rencard les vieilles idéologies collectivistes pour valoriser le culte de la réussite personnelle. Ceux-là même qui, 10 ans plus tôt, glorifiaient la classe ouvrière, n'hésitent plus à exalter en ces années 80 la nouvelle image du patron qui gagne. Et peut-être que la pratique de l'exercice du pouvoir a montré à toute une série de gens qu'au fond, il y avait, dans ceux qui dirigent la France aujourd'hui, l'idée que l'entreprise est une bonne chose à promouvoir, que le profit est une bonne chose, mais que tout le problème est de savoir comment et qui décide de son utilisation. On passe d'une culture d'opposition, où on est forcément avec ceux qui ont perdu, qui veulent gagner, à une culture de gouvernants qui sont forcément avec ceux qui ont gagné et qui veulent rester ceux qui ont gagné. Donc c'est comme on incarne la France, c'est vive la France qui gagne. On ne peut pas être vive la France qui perd quand on est au pouvoir. Je vous confie 25 personnes avec des pioches. Et je vous demande de me creuser un trou de 10 mètres sur 10. Et je chronomètre. Avec les mêmes, il y en a un qui va mettre, avec son équipe, 2 minutes 30. Il y en a un autre qui va mettre 2 jours et demi. Avec les mêmes pioches, avec les mêmes types. Il y en a un qui saura leur expliquer comment il faut faire, pourquoi il faut le faire vite. Puis il y en a un autre qui aura mal avec eux, qui ne saura pas leur dire, et le trou, il ne se creusera jamais. Autrement dit, 3 qualités. Imaginatif, vendeur, meneur. Le message est clair. Les gagnants sont ceux qui osent et qui prennent des risques. Les perdants sont ceux qui restent accrochés à leurs acquis et sont assistés par un État-providence qu'il faut abattre. La conclusion coule de source et nous est donnée par un Yves Montand transformé par la crise. C'est vous, et vous seul,
qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt. Toutes les années 83, 84, 85, 86, les salariés ont été confrontés à des tentatives permanentes, voire des mesures, des dispositions, des décrets ou des lois qui ont grignoté des aspects importants du Code du travail, du droit du travail, pour aller dans le sens de plus de souplesse, de plus de possibilités pour les employeurs. Et c'est une... Il y a quand même une grande continuité dans tout ce qu'on a vécu pendant... disons les 15 ou 18 dernières années. Les conquêtes sociales, acquises après bien des luttes, notamment dans les années 60 et 70, sont remises en cause une à une. Après la victoire obtenue sur l'UNEDIC, le patronat français s'attaque dès 1984 au Code du travail et prône une déréglementation générale de la gestion de la main-d'œuvre. Il faut que vous sachiez que le patron français est le seul patron du monde qui a peur de l'effectif. Il n'y a qu'un patron dans le monde qui a peur d'effectif, le patron français. Alors vous expliquez, est-ce que cette pathologie vient d'une disposition des neurones, d'une hérédité, d'une maladie ou des dispositions environnantes? Alors moi je crois avoir trouvé. Ça vient du fait qu'on a un environnement des emplois qui est tellement contraignant, des charges et surtout des contraintes. On a tissé tellement de contraintes pour protéger l'emploi qu'on dissuade l'emploi. Déjà à l'époque, le patronat se bat très fort sur l'idée que le travail n'est pas conçu comme créateur de richesse. Le travail est un coût et il faut absolument trouver tous les moyens et tous les éléments qui permettent de faire baisser le coût du travail pour augmenter les profits. Des négociations entre les partenaires sociaux vont avoir lieu tout au long de l'année 84 sur l'aménagement du travail. L'adaptation du marché du travail à la nouvelle donne économique, comme par exemple la mise en place d'horaires variables, de temps partiel ou l'utilisation de contrats à durée déterminée, bref, ce que l'on commence à nommer la flexibilité, devient la nouvelle solution pour lutter contre le chômage et créer de l'emploi. Le patronat, bien sûr, mais aussi des hommes politiques de gauche et surtout certains syndicalistes font de ce nouveau concept le parangon de la modernité. L'idée qu'il y avait des choses à changer dans l'organisation du travail, dans la manière dont peut-être la rigidité du marché du travail et de l'emploi était réelle. C'était des choses que nous prenions déjà fort en considération, tout simplement au nom du fait que nous ne voulions nier ou écarter aucune question qui pouvait être source du blocage de l'emploi ou qui pouvait constituer des freins à l'emploi. Pourtant, alors qu'à la fin décembre, les négociations semblent jouer, les principaux syndicats refusent de signer l'accord sur la flexibilité. Nous étions d'accord, nous les responsables. Et nos militants ont dit non. Ça va trop loin. On sort trop du contrat de travail à durée indéterminée, classique, des façons classiques de faire. Non, 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 danger. Du même coup, il y a eu recul. Il voulait imposer cette façon de vivre avec l'agrément des intéressés. Non seulement on va les faire travailler comme on voudra, sans considération d'aucune sorte pour leur vie à eux, mais ils vont dire amen et merci. Voilà ce qu'ils voulaient. Ça, ils ne l'ont pas eu. Les syndicats allemands, avant d'accepter la flexibilité à l'allemande, on leur avait dit vous aurez les 35 heures quand même, hein, c'est du donnant-donnant. En France, c'était pas du donnant-donnant. En France, on leur disait pour améliorer l'emploi, il faut faire de la flexibilité. Qu'est-ce que vous voulez? Le syndicaliste de base, il dit moi je vous fais un bras d'honneur. Le concept de flexibilité n'en est pas pour autant enterré. Alors que les négociations sont rompues nationalement, l'aménagement du temps de travail se réalise petit à petit sur le terrain avec un certain nombre d'accords locaux. Qu'est-ce qui a changé sur la chaîne? Les machines sont tout le temps maintenant, et donc il y a plus de production. Vous faites plus de production qu'avant? Oui, beaucoup plus. Et pourquoi? Parce que maintenant, au lieu d'avoir une pause collective le matin, nous sommes remplacés un par un, ce qui permet aux machines de continuer. Est-ce que vous avez le sentiment de travailler plus ou moins qu'avant la signature de cet accord?
Oh, moi j'ai l'impression de travailler plus, moi, parce que moi je suis bien plus crevée avec les horaires qu'ils ont fait que ce qu'on était avant, hein, parce que premièrement on a eu des réductions de pause, ils nous ont pris des minutes pour quitter et tout. Alors pour moi, nous on est plus fatigués de toute façon. Hein. De plus en plus, vous avez dans les entreprises des périodes où il y a des périodes intenses d'activité et puis d'autres où il y a beaucoup moins d'activité. Parfois c'est l'été, parfois c'est l'hiver, ça dépend des industries. Et si vous n'arrivez pas à avoir une certaine adaptation entre les périodes où il y a beaucoup de commandes et une activité un peu plus forte, les périodes où il y a moins et moins d'activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire le chômage partiel, ça veut dire les licenciements, ça veut dire une espèce de rigidité qui est au détriment de tout le monde. Alors par rapport à ça, nous souhaitons, nous, une certaine adaptation. Le Premier ministre va alors profiter de la multiplication des accords locaux durant l'année 1985 pour faire voter par le Parlement une loi encadrant la flexibilité. Elle constitue un premier accroc au Code du travail et consacre surtout la remise en cause de l'emploi stable à temps plein et à vie. Le gouvernement socialiste n'en finit plus de faire le grand écart en matière économique et sociale. C'est un recul grave du point de vue social. Ça fait mal. Les syndicats ont refusé de le signer avec le CNPF. Le gouvernement veut en faire une loi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est bien obligé de dire que c'est pas bon. La victoire de la droite aux élections législatives de mars 1986 prolonge la remise en cause des protections sociales amorcées par la gauche. Le mot d'ordre du gouvernement de Jacques Chirac, dans la droite ligne d'une économie libérale, est de donner plus de liberté aux entreprises tout en maintenant la rigueur budgétaire. Une des principales dispositions prises par le nouveau ministre des Affaires sociales, Philippe Séguin, est de supprimer l'autorisation administrative de licenciement mise en place 11 ans plus tôt par Jacques Chirac. L'autorisation administrative de licenciement, elle a été instituée en 1975. Bon, à l'époque, il y avait 500-600 000 chômeurs, je ne sais pas combien. En 1986, il y en avait 2,5 millions. Qu'est-ce qu'avait empêché l'autorisation administrative de licenciement? Rien. Moi, la mesure essentielle dont je garde mémoire, ça a été cette libération des emplois par la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, dont on a vu que ça a été extraordinairement bénéfique à l'emploi. J'entends encore Yvon Gattaz nous annoncer que la suppression de l'autorisation administrative, puis après ce qu'il appelait les emplois à contrainte allégée, devait, je crois, créer 471 000 et quelques. Je ne sais plus le et quelques, mais le 471 000, j'en suis sûre. Bon, vous voyez un peu ce que représente ce genre, enfin c'est de l'esbrouf, c'est franchement de la mousse autour tout simplement d'une revendication patronale qui consistait à nous dire donnez-nous la possibilité de licencier comme on le veut, quand on le veut, les gens que nous ne pouvons plus ou ne voulons plus garder. Le nombre de demandeurs d'emploi franchit la barre des 2 600 000 en mars 1987. Mais les mois suivants vont voir la courbe du chômage décliner. 100 000 chômeurs de moins en l'espace de 2 ans. La croissance est de retour. Une croissance à plus 3%, loin des 6% du début des années 70, mais suffisante pour relancer la machine industrielle. Ce regain de l'activité s'accompagne donc d'une reprise de l'embauche, mais celle-ci ne se fait plus au bénéfice d'un emploi stable. À Sochaux, nous étions, il y a 10 ans, 43 500 personnes. Nous sommes maintenant 23 500. Car notre règle, c'est de faire toujours davantage de voitures avec moins de personnel. Or, pour pallier ces aléas, nous avons, si j'ose dire, pardonnez-moi ce terme, un matelas, une frange de personnel qui n'appartiennent pas à l'entreprise et qui travaillent pour notre compte, mais dans des conditions plus précaires. C'est-à-dire que si tout d'un coup, la demande, si par hasard, le marché devenait moins bon, et si la demande commerciale baissait, nous allégerions nos effectifs en faisant partir les intérimaires dont les contrats sont des contrats à durée déterminée. La société civile commence à payer le prix de ce chômage de masse et de cette précarité salariale. La pauvreté se propage ainsi parmi les classes sociales les plus exposées. L'hiver 85-86 marque l'irruption de ce phénomène sur le devant de la scène, avec notamment la mise en place très médiatisée des restaurants du cœur. Maintenant, si tu veux, on s'adresse à une catégorie de gens qui sont des chômeurs, qui ont une famille, tu vois, c'est pas des clochards qui vivent dehors. Alors,
Bon, ben, on fait une distribution plutôt qu'un repas, parce que, bon, venir bouffer là, c'est un petit peu, tu vois, dérangeant pour eux qui ont une famille, alors que là, tu viens faire tes courses pour 4-5 personnes, tu rentres chez toi, tu fais à bouffer, t'es pas obligé de dire aux enfants, on me l'a donné. Il faudra cependant attendre plusieurs années pour voir à la télévision le regard de documentaristes s'arrêter sur les dégâts causés par le chômage. La réalisatrice Françoise Davis plante ainsi en 1992 sa caméra dans un immeuble de Roubaix, habité par des familles sans travail fixe. Du caca, ouais. Ah oui, c'est du pain congelé qu'on a au curé. On a un colis qui vient du curé, on a eu des frites. On a un colis qui vient de Saint-Vincent-de-Paul, c'est les haricots verts. Les steaks qui viennent d'un supermarché. On prend dans les moins chers. Comme ça fait un repas qui est pas coûteux. Et on mange bien. Attends, je vais tirer les couvertures en bas. Parce qu'ils sont coincés avec le sommier. Allez, ma puce. On l'attache comme ça la nuit. On est sûr qu'elle ne va pas trop bouger. Et elle va pas, grâce à sa sature, elle ne va pas se découvrir. Pourquoi? Il fait tellement froid ici la nuit. En plus, bon, on évite d'allumer le feu la nuit parce que c'est dangereux. Et de même si on l'allume la nuit, ça ne sert à rien. Parce que ça ne chauffe pas la chambre. Et donc ici la nuit, on doit mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 couvertures. Je dois lui mettre un pull, un pyjama, une paire de collants pour dormir. La pauvreté devient alors un enjeu électoral. À défaut de modifier les règles de l'économie, les deux candidats à l'élection présidentielle de mai 1988 s'affrontent sur le terrain de la misère. La promesse du candidat François Mitterrand de mettre en place le revenu minimum d'insertion est, dès décembre 1988, adoptée par l'Assemblée nationale. Il n'est pas digne de notre passé, ni concevable pour notre avenir, que tant de gens survivent dans la misère et se voient rejetés aux franges d'une société qui les frappe d'exclusion sans appel. La solidarité n'est pas la bonne conscience de la modernisation, elle est la condition de sa réussite. Cette France abîmée par la crise constitue la trame du documentaire de Denis Gerbrandt. Durant toute l'année 1991, de Roubaix à Marseille en passant par Longwy, le réalisateur va parcourir les régions meurtries par le chômage et surtout rencontrer une population orpheline de ses repères. Et on vous a pas dit au lycée qu'il y avait du chômage dans l'habillement, tout ça? Non, on n'en a pas parlé, non. Vous en parlez? Mais, non. Vous posez des questions? Je me pose des questions aussi, mais on n'en a pas beaucoup parlé, quoi. Dans l'établissement, on essaye de tout cacher, quoi. Ouais. Et pourtant, c'est un lycée vachement bien et tout, et puis on n'en parle pas souvent du chômage. C'est tout. Et entre vous, vous en parlez? Entre camarades, non. Non. Vous faites comme si vous faites un métier et puis vous l'exercerez plus tard, quoi. Voilà. On pense pas au futur. Ouais. On pense pas du tout. Et qu'est-ce qu'il fait, votre père? Mon père, il était styliste aussi. Ah oui. Il était? Il était, puis maintenant, il n'y est plus, quoi. Il est au chômage. Ouais. Il a été licencié. Ça fait longtemps? Ça fait déjà un bon moment. Je saurais pas vous dire combien d'années maintenant, mais ça fait déjà un bon moment quand même. Ouais. Ça va, il arrive à... Il déprime pas trop? Aussi, au début, les premières années, il a vraiment déprimé. Il a même pu rentrer à l'hôpital à cause de ça. Ah ouais. Mais un petit peu à la fois, on a essayé de lui remonter la morale et tout. Ça a été. Mais depuis ce temps, ça n'allait plus avec le ménage, avec ma mère, quoi. Ouais. Puis, parents divorcés, et puis voilà. Et là, c'est votre mère qui vous élève? Voilà. Et vous le voyez encore de temps en temps, votre père? Je ne le vois plus maintenant, ça fait 4 ans que je le vois plus. Sous la pression du chômage, la violence sociale ne s'exprime plus dans le monde du travail à travers la grève notamment. Elle trouve son exutoire dans une violence urbaine plus diffuse, bien souvent montée en épingle par les médias, comme ici à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. La société bascule dans un cycle sans fin de violence et de répression.
Le taux d'incarcération augmente ainsi en France d'environ 30% entre 1985 et 1995. En France, tant que tu pètes pas tout dans ton quartier, ben, il tombe en ruine. Ton quartier peut tomber en ruine, les gens ils peuvent vite crever comme des chiens, de la cam, crever de faim, crever de la cam, crever de tout ce que tu veux, personne s'en occupe. Et le jour où tu fous le feu à 3-4 voitures, tu massacres 2-3 flics, après on te dit ouais, faut faire quelque chose, ça craint, faut s'occuper d'eux. Il faut s'occuper des gens avant qu'ils soient dans la merde, faut pas s'en occuper une fois qu'ils sont dedans jusqu'au cou. La grande affaire des années 90 est la construction de l'Europe monétaire qui débute par la ratification du traité de Maastricht pour s'achever avec la naissance de l'euro. Cette politique monétariste du franc fort, interprétée par tous les gouvernements de l'époque, de gauche comme de droite, passe notamment par une nécessité de maintenir le déficit budgétaire en dessous de 3%. La rigueur économique qui en découle a pour principale conséquence de réactiver la croissance du chômage. Je rappelle donc qu'après la lancée du grand objectif 92, le marché unique, l'économie européenne a repris. De 1986 à 1991, elle a créé 9 millions d'emplois, contre 1,5 million de perdus dans les 4 ans précédents. Mais à un moment donné, la réunification allemande a entraîné une surchauffe de l'économie allemande et celle-ci a augmenté considérablement ses taux d'intérêt. Et cela a replongé les partenaires de l'Allemagne dans une période difficile. Je cite les années 91 à 94. On s'est accroché aux marques. On aurait dû décrocher. La France a un coup de froid sur son économie, l'Allemagne elle a un coup de chaud avec la réunification allemande. Et donc nous importons en France des taux, là encore, records, qui sont bons pour l'Allemagne, mais qui sont une catastrophe pour la France. Donc l'erreur économique et monétaire faite en 92-93, ce sera d'ailleurs un de mes désaccords importants avec M. Trichet et avec M. Balladur, est une faute, je crois qu'aujourd'hui tous les économistes reconnaissent. À ce moment-là, évidemment, à nouveau, certains ont dit quittons le système monétaire européen. Mais nous étions engagés sur cette voie, nous devions encore ramener l'inflation à 1,5%, nous avons continué. Mais cette période-là, nous l'avons payée en chômeurs en plus. Parce que nous sommes passés, si ma mémoire est bonne, de 10,5 de chômeurs en 87 à 12,6 en 97, juste avant la reprise. Donc, l'Union économique et monétaire a eu un prix en termes de chômage. Ça, c'est indiscutable. On a là un conflit structurel qui va durer, je dirais, jusqu'à 1997, entre les partisans d'une monnaie forte, qui implique qu'on lutte prioritairement contre l'inflation, qu'on se serre la ceinture, et puis ceux qui pensent que la monnaie n'est qu'une variable d'ajustement finalement, et que ce qui compte, c'est la croissance économique et par conséquent les emplois qu'elle génère. Les années 92-93, ça avait commencé avant, les 92-93, c'est les années où on a vu se produire des charrettes de suppression d'emplois, notamment dans les grands groupes et dans les grandes entreprises, y compris des charrettes de licenciement qui n'avaient pas d'autres objectifs que de permettre de faire monter la productivité et de faire monter les profits. Moi, j'ai encore les chiffres de l'époque. Je prends un seul exemple. Le groupe PSA, qui était dirigé par Jacques Calvet à l'époque, avait fixé comme objectif 12% de progression de productivité sur 4 ans. 50% en 4 ans. Ils ont été atteints. Et ils ont été atteints grâce à des charrettes de licenciement. Mais on avait ça dans tous les grands groupes. Mais parmi ces dizaines de charrettes de suppression d'emplois, un plan social attire particulièrement l'attention en ce début d'année 93. La multinationale américaine Hoover décide de fermer son site français de Dijon pour aller s'installer en Écosse. La raison de ces 600 licenciements peut être résumée en une formule, le dumping social. Là, c'était une première délocalisation intra-européenne qui mettait en évidence qu'en définitive, cette construction européenne était beaucoup plus dans un contexte de concurrence plutôt que de coopération, puisqu'en fait, cette entreprise partait en Écosse et les conditions qui étaient faites aux travailleurs écossais étaient draconiennes. Face à cette déferlante du chômage,
les acteurs politiques s'avouent bien impuissants. Lors d'une émission spéciale, le président de la République, François Mitterrand, enterre dans un étonnant dialogue avec un téléspectateur les derniers espoirs de ceux qui voyaient en la gauche une force politique capable de modifier les règles économiques. Mais monsieur, ni vous, ni moi, n'y pouvons rien dès lors qu'en automatisant, qui est la troisième révolution industrielle depuis le début du XIXe siècle, dès lors qu'on peut fabriquer plus vite et pour moins cher des produits. Et vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, et moi aussi. Aux chefs d'entreprise, ils iront toujours là où il y a la meilleure productivité, le meilleur rendement et le meilleur profit. Les jeunes qui sont dans ce film sont tous nés en 1972-1973. Et on peut dire que leur courbe de croissance a suivi celle du chômage. À l'école, ils étaient dans la moyenne. Ils ont suivi leurs études jusqu'au bac et même un peu plus. Et depuis, ils cherchent leur place. Ils sont à cet âge intermédiaire qui se prolonge de plus en plus. Une partie de la jeunesse des années 90 s'éternise dans une zone floue où on a du mal à distinguer l'emploi du chômage. Plus de 80 mesures d'insertion vont ainsi s'empiler durant 20 ans pour tenter de rendre employables ces moins de 25 ans. Le réalisateur Philippe Baron va durant 2 ans suivre 3 jeunes dans cette tentative de recherche d'un travail. En fait, parce que je sais pas si j'ai 3 ans, j'ai pas 3 ans de chômage. T'as un bac G3, il te faut 1 an de chômage, ouais. 3 maintenant. 3 ans. Il n'y a même plus de... Alors 3 ans, le RMI. T'as plus le droit au CES de toute façon. Pourquoi? Le groupe 4, il n'existe quasiment plus. Ceux qui ont un... Non, parce que ceux qui ont un bac, enfin, il y a quelque temps, pouvaient, après 1 an de chômage, demander à faire un CES. Et ce groupe-là a quasi disparu. Donc il te faut 3 ans. Donc tu n'as plus le droit au CES. Chômage, ou être bénéficiaire du RMI, ou avoir un bébé, ou... Non, être handicapé, ouais. Sous main de justice. Ouais. Ouais. Non, bah, j'ai pas la Donc t'as des efforts à faire. Bon, CES, c'est pas la peine d'en parler. Bon, heureusement que t'as pas pris. Pour tenter d'endiguer le raz-de-marée du chômage, les gouvernements du début des années 90, de gauche comme de droite, vont mettre en place 2 styles de mesures pour faciliter la création d'emplois. Tout d'abord en réduisant massivement les charges sur les bas salaires. Ensuite, en développant la flexibilité du travail et notamment du temps partiel. Nous nous sommes trouvés dans la situation de savoir si on rendait possible des contrats de moindre noblesse ou de moindre sécurité que le contrat à durée indéterminée, le célèbre CDI, ou si on ne le rendait pas, ou si on continuait à interdire, en sachant qu'on ferait d'autant plus de chômeurs et de marginalisés. Et nous nous sommes rendus d'un commun accord à cette idée qu'il fallait ouvrir des dispositifs de flexibilité. On l'a fait un peu la mort dans l'âme, mais on l'a fait. Mais là, nous retombons à la limite. On n'est pas dans le social, on est quand même dans l'économie, mais c'est toujours du traitement social de la crise. Je sais que certains ont des pudeurs effarouchées à parler de flexibilité, mais je vois pas pourquoi. La flexibilité, c'est très bien. Il faut dire que c'est de la flexibilité. Alors on tourne, on emploie d'autres formules, je ne sais plus lesquelles, soi-disant plus pudiques, mais personne ne s'y trompe. Je vous rappelle que pour les 2 places de cinéma, c'est l'équipe de Stéphane et Alexandre qui est en tête, avec 10 accords. C'est très très bien. Le milieu des années 90 voit ainsi la flexibilité de l'emploi s'envoler. Les centres d'appel téléphoniques, qui connaissent un essor considérable, sont à ce sujet représentatifs des nouvelles formes d'embauche. Temps partiel à outrance, horaires décalés, contrats à durée déterminée. La précarité salariale concerne aujourd'hui un emploi sur 4 et n'est pas sans conséquence sur les conditions de travail. Bonjour, écoutez, je me présente, je m'appelle John, je suis superviseur donc, à Téléperformance. On a un écran de contrôle que chaque superviseur a, donc, qui nous donne donc, le nom des téléacteurs, des collaborateurs, leur état, donc savoir s'ils parlent, s'ils sont en attente ou pas, le temps de logage, ce qu'on appelle le logage, c'est le temps depuis lequel ils sont assis sur leur chaise, le temps parlé, donc ce qui nous permet de voir combien de temps ils parlent par rapport au temps où ils sont là, et en termes de résultats, donc le nombre de contacts réalisés, le nombre d'accords, le nombre de refus, et je fais ce qu'on appelle de l'écoute active, c'est-à-dire que j'écoute, et que si je sens qu'il manque un petit peu de directivité, de sourire, je le reprends, et tout de suite, j'essaie de le remettre sur les rails pour conclure. Par exemple, lui, je dirais qu'il manque un petit peu de sourire,
Tu mets un petit peu de sourire, Alexandre. C'est bien, Alexandre. Super, c'est très très bien. Hein. 30 ans après le début de notre histoire, la courbe du chômage commence à s'inverser. Sans doute le retour de la croissance, les 35 heures ou les emplois jeunes sont passés par là. Et surtout, le marché du travail a changé. La frontière entre activité professionnelle et chômage s'est estompée. La précarité des statuts s'est étendue et les salariés se retrouvent de plus en plus seuls face aux exigences de leurs employeurs et des actionnaires. C'est sûr qu'auparavant, il y a 20 ans de ça, on embauchait directement au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais bon, maintenant, à l'heure actuelle, conjoncture, ça n'existe plus, je pense. Vous rentrez le soir, peut-être que demain, j'arrêterai mon contrat, peut-être que... Bon, c'est le stress de l'intérim, quoi. On ne peut pas dire vraiment que ce soit vraiment un ouvrier, parce que bon, vous allez travailler dans une entreprise, comme demain, vous allez nettoyer les trottoirs, comme... Après-demain, vous allez faire autre chose. Quand vous rentrez dans l'intérim, vous n'êtes plus un ouvrier, de toute façon, c'est clair. Il n'y a pas de moyen plus violent de coercition des employeurs et des gouvernements contre les salariés que le chômage. Aucune répression physique, aucune troupe qui matraque, qui lance des grenades lacrymogènes, ce que vous voulez. Rien n'est aussi puissant comme moyen contre la volonté tout simplement d'affirmer une dignité, d'affirmer la possibilité d'être considéré comme un être humain. C'est ça la réalité des choses.